Donc je me présente, je m'appelle Franck Confer et voici Apollinaire Anakessa. L'organisation nous a demandé d'être modérateur de cet atelier qui s'appelle Conserver et transmettre le patrimoine immatériel. Donc je vais dire quelques mots et puis Apollinaire va enclencher. Donc l'idée de cet atelier, comment nous on le voyait avec Apollinaire, c'était que chacun un peu raconte son expérience, sous forme de récit de vie, dise ce qu'il fait, ce qu'il a fait concernant le patrimoine immatériel, c'est-à-dire tout ce qui est les savoir-faire traditionnels, tout ce qui est danse, conte, bon Apollinaire tu vas rajouter. Et l'idée c'est que ce soit un échange et surtout qu'on arrive à faire des propositions concrètes. On va peut-être pas arriver à tout réaliser, mais faire des propositions concrètes, c'est-à-dire comment faire pour que entre la Guyane, entre le Guyana, entre le Suriname, entre le Brésil, comment faire pour qu'on puisse avoir des jonctions, pour qu'on puisse faire des choses ensemble. Même s'il y a effectivement il y a les institutions qui sont là, il y a les ministères et tout, mais comment concrètement nous-mêmes on peut passer aussi au-delà des institutions pour avoir des liens entre nous, pour travailler sur des choses, ou sur des choses qu'on estime importantes, qui pour nous sont importantes. Apollinaire, est-ce que tu as quelque chose à... Donc c'est de 10h, donc très pratiquement de 10h à 13h, c'est 3 heures. On fera une pause à 1h30. Donc nous sommes chargés, Apollinaire et moi, juste d'écrire, de prendre des notes. Et vous êtes chargés de raconter votre vie, et échanger avec les autres vos expériences. Merci Franck Confer. Apollinaire Anakessa, il l'a dit. Moi je suis ethnomusicologue qui travaille à l'université. Je le dis simplement pas pour faire valoir un quelconque statut. Vous allez voir, la preuve c'est que vous avez vu comment on a fait. On est deux modérateurs, on s'est dilué presque dans la foule pour pas qu'il y ait des impairs ou d'autres considérations qui soient mises en avant. Oui. Sandra, tu vas dire en même temps pour eux. Donc ce serait bien Robin et qui se penchent vers Sandra tous les deux. Oui, on y va s'arrêter à chaque fois. Oui. Donc c'est Tricia Tresna. N'aie pas peur de te rapprocher de Sandra. Robin, et ta femme n'est pas là, donc n'aie pas peur de te rapprocher. Oui. Donc la question qui nous rassemble ici porte sur la conservation, la transmission de ce qui a rapport avec le patrimoine immatériel. Et dans cette question, nous en convenons tous que ce qui est au centre, c'est l'homme. Parce que sans l'homme, tout le reste n'existe pas. Peu importe dans quel sens on le prend, même quand il s'agit de patrimoine matériel, il n'y a pas de matériel s'il n'y a pas quelqu'un derrière qui l'aurait fabriqué ou qui l'aurait placé quelque part. Dans ce qui nous est demandé de faire, conserver, transmettre, ça peut se situer sur deux plans. J'essaye de résumer juste comme ça. Nous avons des gens qui ont le savoir-faire, qui se trouvent dans quelconque échelon de la société. Nous avons aussi une autre forme de conservation et de transmission des connaissances et des savoirs qui se trouvent, par exemple, dans le domaine des sciences. Les uns comme les autres, nous avons besoin de coordonner nos efforts, de comprendre ce qui nous unit ou ce qui nous sépare et d'essayer de trouver des passerelles, sûrement, qui puissent nous permettre, pour une fois, de trouver des solutions qui soient viables, qui à la fois valorisent ce
que nous savons, mais aussi nous permet de nous faire connaître, de transmettre. Transmettre dans ce domaine-là, c'est aussi une question des codes. Parce que dans les domaines je veux dire, si on le fait en dehors du système scientifique, les codes ne sont pas les mêmes. Le principe, la façon de voir, de concevoir, ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi nous allons laisser la parole aux uns ou aux autres pour non seulement partager nos expériences, mais aussi savoir qui sommes-nous, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que l'on partage, pourquoi on le partage, et qu'est-ce que l'on ne partage pas, pourquoi on ne le partage pas. Mais ceci ne doit pas nous faire oublier que nous sommes aussi dans un contexte d'une société mondialisée, où il nous faut trouver notre place. Et cette place, c'est nous-mêmes qui allons la créer. Personne d'autre ne la fera pour nous. Ce qui signifie que les gens qui ont su trouver leur place, et c'est dans ces cadres-là de mondialisation, aujourd'hui, sont valorisés, et puis les autres n'ont qu'à grincer les dents ou à se plaindre. Et je pense que nous sommes dans une zone qui a tout un potentiel, enfin, surtout en particulier dans le domaine des cultures, du patrimoine immatériel, que nous ne pouvons pas négliger ce point-là. Il est fondamental et primordial pour nous. C'est pour ça tout à l'heure j'ai évoqué l'élément code. Les codes, ça, chacun débattra. Moi j'essaie juste de lancer quelques idées comme ça pour voir les moyens, selon que nous soyons dans un domaine hors la science ou dans le domaine de la science, l'homme qui veut savoir, qui veut concevoir ce que nous allons conserver, ce que nous allons partager, ce que nous allons transmettre, comment il le conçoit, d'où il le conçoit, qu'est-ce qu'il considère comme valeureux ou pas, ou il y a plusieurs types également de valeurs. Il y a des valeurs qui peuvent être mises en avant et d'autres qui ne doivent pas l'être. Ça, je ne vous apprends rien, c'est ce que vous faites tous les jours. Et donc, là-dedans aussi, c'est à nous de voir qu'est-ce que nous allons promouvoir et qu'est-ce que nous pouvons, si nous le mettons sur la place publique, jusqu'où nous pouvons aller, et si nous ne le mettons pas sur la place publique, qu'est-ce que nous pouvons faire pour au moins permettre aux générations futures d'avoir accès à ces connaissances. Donc, il y a des connaissances qui se feront sûrement au niveau du village, au niveau des associations, au niveau et puis d'autres connaissances que nous pourrons ramener au niveau de l'enseignement, que ce soit l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur, et tout ça, ça participe à la fois à la conservation, mais aussi à la valorisation et à la transmission. Donc, je m'arrête là, on ouvre le débat, chacun, bien entendu, on demande quand même la parole pour qu'on arrive à se coordonner. Chacun émet ses idées, on pose des questions, on essaye ensemble de nous interroger sur cet ensemble de paramètres et essayer éventuellement de proposer quelques solutions pour ce que l'on peut faire, ou en tout cas par quoi nous pouvons commencer pour plus tard peut-être développer cet ensemble d'idées. Et une proposition, c'est que très rapidement, on fasse un tour de table, que chacun se présente très rapidement et après on parlera. Donc moi je m'appelle Franck Pompère, je suis de Saint-Laurent, je suis enseignant et je m'occupe de l'association Craquementoc qui s'occupe de contes et de traditions orales. À toi, on va faire le tour là. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Michel Baudet, j'habite depuis plusieurs années à Awala, Yali Awala, et je travaille depuis plus de 30 ans, surtout sur le Yapok en fait, avec les gens du Bazo Yapok, le peuple Parikwene, et sur le haut Yapok avec les gens, les musiciens et les danseurs Wayampi.
Et donc je vais un peu parler de ça. J'ai travaillé aussi très loin, en Océanie, avec les Kanaks, au moment où ils luttaient pour leur indépendance. Et la musique et la danse étaient au premier plan de la lutte. La lutte pour l'indépendance à ce moment-là, elle se faisait de manière très violente, elle se faisait avec des armes, il y a eu beaucoup de morts, mais il y a eu en même temps, et ce qui a lancé, ce qui a déclenché cette lutte pour l'indépendance, c'était des spectacles de danse et de chant. Bonjour, je m'appelle Colette Foisset, je suis conservateur du patrimoine, je suis en Guyane depuis 1 an, je suis chargée de mission pour une réflexion sur le musée de l'espace, donc un savoir vraiment scientifique avec les interrogations qu'on peut avoir sur ce type de savoir qui est le savoir spatial, qui voit la relation avec les savoirs locaux sur l'imaginaire et le savoir du ciel dans les différentes ethnies. Avec le savoir sur le ciel dans les différentes ethnies, moi ça m'intéresse énormément parce que je pense qu'il y a des savoirs savants et des savoirs locaux qu'il faut prendre en compte pour rendre compte de ce musée d'espace, qui n'est pas du tout fait en ce moment. Et puis avant, j'ai été conservateur au musée des arts et traditions populaires à Paris, qui est en train de devenir le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille. En tant que conservateur à ce qu'on appelait les ATP, le musée Georges-Henri Rivière, qui était un des premiers grands musées d'ethno, moi ce qui m'avait frappé, c'était que les objets étaient présentés de manière très intéressante, mais étaient morts et muets. Et quand il y a eu cette révolution, pour moi c'est une révolution quasiment copernicienne, de la reconnaissance du patrimoine immatériel, j'ai eu conscience que ces objets n'avaient sens que si on mettait en avant l'immatériel et que l'immatériel était plus important que la trace matérielle. Et c'est une chose que les savants, les ethnologues qui ont fait les premières enquêtes n'ont pas pris en compte. Je vais vous couper la parole. Est-ce qu'on peut vraiment faire juste une présentation très rapide et voilà. après on va rentrer dans moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment l'immatériel peut venir dans des collections de musées, venir asseoir le patrimoine matériel, le justifier, le glorifier. Voilà. Bonjour, Reine Prat. Je travaille à la direction. Comment? Reine, comme une reine. Reine. Prat. Parlez bien fort, hein, s'il vous plaît. P-R-A-T. Je travaille pour le ministère de la Culture à Cayenne et je suis en charge de 3 secteurs qui ont des liens évidents. Les questions de livres et de lecture, donc bibliothèque, librairie, les questions numériques d'ailleurs, les questions de patrimoine immatériel et les questions de politique linguistique. Bonjour, je m'appelle Abdou Chambaton, je suis animateur du service culturel de la mairie de Saint-Laurent. Mon rôle, c'est essentiellement mettre en place des actions, soit pour le niveau de la jeunesse ici, ou coordonner les grosses actions culturelles de la mairie, au niveau des festivals et des ateliers. Oui, bonjour, Serge Abatucci, je suis comédien, metteur en scène et directeur de la compagnie, co-directeur de la compagnie KSMCO, ancrée ici à Saint-Laurent-du-Maroni depuis une dizaine d'années, où nous travaillons avec les différentes cultures qui habitent cette région, et avec des jeunes beaucoup, afin de voir comment on peut écrire notre culture, la leur, la nôtre, et participer au tout monde, faire entendre nos voix. Bonjour, je suis Linga Randolph, je travaille dans l'association Maman Bobby, je suis médiateur interculturel et linguistique, et je suis aussi coordinateur d'un groupe de lecteurs de Saramata qui s'appelle Tamoundou, et je m'occupe spécialement de la langue Saramata, l'écriture et la mise en transmission de cette langue. Bonjour, je m'appelle Evelyne Guillaume, je suis metteur en scène, comédienne de temps en temps, et je co-dirige avec Serge Abatucci la compagnie KSMCO, la scène conventionnée Coco-Lantou, dont le nom évoque bien l'ancrage dans l'ouest guyanais. J'habite Saint-Laurent, je ne suis pas guyanaise, mais j'habite depuis quelques années à Saint-Laurent.
Et nous travaillons bien sûr comme une compagnie avec des projets classiques, mais aussi l'originalité, c'est la rencontre avec des comédiens Saramaka. Et notre préoccupation est une préoccupation évidemment qui touche la langue, à la question de la langue, du langage au théâtre. Nous avons, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais nous avons à faire un va-et-vient constant entre les langues, une langue et une autre. Bonjour, je m'appelle Kwadiani Bolisson, je suis comédien flamenca. Je m'appelle Kwadiani Bolisson, je suis comédien flamenca, je travaille avec une compagnie K5. Bonjour, je m'appelle Claude Baumann, je suis dans l'enseignement. Mon parcours professionnel en Guyane m'a amené à fréquenter à la fois la communauté Wayana, j'ai des anciennes élèves ici d'ailleurs, et à fréquenter la communauté Aluku en Alpasula, et je suis resté directeur d'école pendant 14 ans à Oualagalimapo, ce qui m'a amené à m'intéresser à l'introduction de la langue et de la culture kaldinia à l'école. Et donc j'ai participé de près avec avec Jean-Paul Ferreira, avec Madame Lise Lescure, à la mise en place des médiateurs culturels dans les écoles. Par ailleurs, je me suis intéressé, de par ma vie professionnelle, je me suis intéressé à l'utilisation du conte à l'école. J'ai eu la chance de rencontrer Franck Compère il y a déjà quelques années, qui m'a mis un peu le pied à l'étrier et qui m'a invité à venir conter avec lui. Donc je suis aussi conteur occasionnel et je me suis intéressé au conte kaldinia en particulier. Mais voilà, mes prestations de conteur sont vraiment très irrégulières et très ponctuelles. Voilà, donc c'est à ce titre que je suis là aujourd'hui. Je m'appelle Pinette Chiancine. Je travaille à l'école maternelle, travaillé comme agent d'entretien. Et je suis là aujourd'hui parce qu'il y a ma soeur qui est venue de Grenade. Et comme elle occupe des... Je ne vais pas parler d'elle, je vais parler de moi-même après. Et moi, j'ai commencé avec le groupe de danse, c'était en avril. Et comme elle m'a expliqué un peu pourquoi elle est venue, c'est pour ça que je suis ici. C'est quoi le nom du groupe de danse? Je ne sais pas encore le nom. Il n'y a pas encore de nom. On dit Charbin, quand j'habite à Charbin. C'est quoi? Awassa? Awassa à l'été. Ils sont deux aussi. Ya, me barodi alasma mina Robin Marti Marti kena dan au erbona wa maran jono kali di bono Christian Andre au yema mia tamulta ministeri fan on the way and yema mima te danga Direktorat Kultur bon. De kultur ada nama de kultur apa kamu? Je travaille dans la culture. Je travaille dans la culture. Dato mi Europo guru, Lakshmi Europo Sereti, Sameduna on the way, like administrateur, Dami edu guru Europo. So the lekpa ala sumade tapagono tapu te yawang kisani da asanda te ejari on that mi grandpa mi pa bedawan bigi piaiman. Son grand-père c'était un chaman.
Naso dame te kaworoko. Son père aussi, non? Son père, c'est un chaman. Oui, son père et son grand-père. Les deux. Papa. Oui, les deux, le grand-père et le grand-mère étaient chamans. Da somishi tapa kulturu da mecara kulturu nagona dorosi. Onda de Parce que la culture, il amène de bon quoi. de bidismanu be postani tapapira no a koti Parce qu'avant, il y cassette a non une vede. compagnie sur le papier, rien du tout. CD non vede. Da somme met poku, met scrivi poku, kulturu poku. Et maintenant, ils mettent sur le CD, ils mettent sur le papier aussi. Alasani meleri cinengre, fu de sani, fu de dansi, fu koti, sa de bidisma be sabunu, sa vede unuda, of no de unu televi, ma unu televi tek duta maka. Medo puru roko, jakona in strana moro puru, en français. Justement, comme il fait beaucoup de choses, donc on aura beaucoup de questions à lui poser. C'est juste une petite présentation. D'abord, Il arrête là. présentation. Mais il va parler tout à l'heure. On va le faire parler. Mina Teresa Pina. Eigenlijk Mina schoolhoofd nog aan scoren naar Mongo. Travaille à l'école. Maar ik heb een dansgroep. Ja. Of dat een cultuurgroep. Ja, groep. Een groep voor mij, we proberen voor de Maron cultuur die de Moro jongen. Alles aan Jukasma Edu, we proberen voor leren de Moro jongen. Een groep neemt Tekeleli. Tekeleli. Apollinaire Anakessa, tout à l'heure je me suis déjà présenté. Je suis enseignant-chercheur à l'Université des Antilles et de la Guyane. Je suis surtout responsable scientifique d'un centre de recherche qui s'appelle CADEG, Centre d'archives du document ethnographique de la Guyane, qui s'intéresse à étudier les différentes cultures de la Guyane, en particulier dans le domaine du patrimoine immatériel. Dans la manière penser comment on peut conserver et transmettre. Ça tombe presque pile poil dans notre thématique d'aujourd'hui. Et nous travaillons sur un grand projet, une grande thématique que nous avons appelée Homme, Nature et Patrimonialisation. Et moi, dans ces projets-là, je m'occupe un peu de partie des cultures noires marronnes. Bien. Attends, Apollinaire, j'ai oublié de dire que même ceux qui parlent français, hein, si vous voulez parler dans votre langue, que ce soit le créole, le kaligna, le menguetango, l'occitan, hein, lui parle occitan. Donc même si on peut parler dans sa langue, de toute façon il y a des traducteurs et c'est ce qui donnera justement l'ambiance de la télé. Donc, et puis on est aquí Nanguetango, tout ça, et we have the Sandra qui a traduction. Et Robin, et puis on est Kaligna à Litran. Et Sandra, qui parle de Kaligna aussi, ben voilà. Et bon, on continue. Donc moi c'est Okoya Imorales, donc je viens de la commune de Maripasula, donc je suis artiste et porteur de projets sur donc, des savoir-faire matériels et immatériels sur le secteur géo-maroc. Alors tu parles quelle langue? Quelles sont les langues que tu parles? Français, taxaki, un peu de portugais, un peu d'espagnol, un peu d'anglais et voilà. C'est des artistes, c'est quoi comme des pieds de caisse. Pieds de caisse. Malouane.
Le tir phénomène, le carabé traditionnel amérindien, avec des dessins. Ok. Il y a le petit carré, comme de Marie-Pascal une association de jeunes. Je m'appelle M. Aloukita Sekaris et c'est le président d'une association qui s'appelle Calipo. Calipo. Calipo, non. Je peux vous demander qu'est-ce que signifie Calipo en français? Vous pouvez traduire ce que Calipo, mais il dit en fait Calipo, c'est le nom d'une poterie. En fait, c'est une poterie qui se fait de plus en plus rare. On ne fait plus beaucoup, donc pour ne pas oublier qu'il y a des choses qui disparaissent, il a nommé son association comme ça. Et Calipo, c'est quelque chose aussi, donc c'est un récipient qu'on conservait tout le temps auparavant. Oui, en fait, par rapport à son association, justement, l'objectif de cette association, c'est la recherche, et puis, enfin, on va demander de plus en plus de soutien aux différents ministères pour qu'ils puissent nous aider à justement à faire cette recherche, parce que maintenant, nos anciens ont tendance à disparaître, donc ça devient urgent de créer justement des outils pour pouvoir, et former aussi nos jeunes à la collecte de ces histoires, de cette tradition qui disparaît. Moi je suis Koupi Aloïté, je suis agent du parc amazonien de Guyane. Je suis là parce que en fait il y a un aspect culture dans mon travail, et en fait avec Aïma on a déjà pas mal participé à la traduction. Moi c'est la partie traduction, c'était plutôt la récolte des contes, etc. Et voilà quoi, c'est une des raisons pour lesquelles on est là, pour dire aussi bon, que nous aussi on a besoin aussi de savoir un petit peu, d'acquérir des outils qui peuvent nous permettre de pérenniser justement ce qu'on sait, qui a tendance à disparaître aussi chez nous. Voilà. Bonjour, Kamandona, Relations Païtan, Eugène Macintosh, je suis agent de bibliothèque, comme nous disons, vraiment bibliothécaire, et aussi conteur et collecteur de témoignages oral aussi. J'habite à Saint-Laurent et oui, je parle Kagnan, je suis Kagnan et un peu de Taktaki dans le français. Donc je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Bom dia a todos. Bonjour à tous. Meu nome é Arina Maria Palai. Seu nome? Estou lá do Parque de Tucumã, que infelizmente eu estou no Macapá. Il est du parc Macapá. Comment é o nome do parque? Ele até fica no Parque de Tucumã. Mas infelizmente eu estou em Macapá. E il habite à Macapá, c'est temps. Na verdade eu estou hoje como presidente da Associação dos Povos Indígenas do Tumucumac, a Pitu. Il est président des pauvres indigènes à Macapá. Macapá, a Associação Indígena. Dos povos. Sim, dos povos. Povos indígenas do Tumucumac. Du peuple. Il est président des peuples indigènes de Tumucumac. À Pitu. Parle plus fort, vraiment. D'accord. Excusez-moi. Et par contre, on n'a pas entendu son nom et son prénom. Diga seu nome. Meu nome é Arinawari Apalai. C'est son nom. Arinawari Apawali. Apawali. C'est bon. Nosso objetivo da associação tem vários objetivos. Primeiro objetivo para defender os direitos dos povos indígenas. Il a beaucoup de motivation pour cette association. La première, c'est défendre les droits de son peuple, des Indiens. Na verdade, eu fui convidado pela Lúcia Alzac. Il a été invité pour la Madame Lúcia. Quando eu estava em Macapá, eles me ligaram de Rio de Janeiro para Macapá.
pedindo se tem interesse para participar desse evento. Elle voulait savoir s'il avait intérêt pour participer de cet événement aujourd'hui. Eu falei sim, eu posso participar. Il a dit que oui. Por quê? Você quer participar? Por que você quer participar? Não, porque falaram que tinha os encontros sobre o patrimônio material. Me explicaram, aí aceitei a convite dela. Il a trouvé très intéressant l'échange sur le patrimoine immatériel. C'est pour ça qu'il a dit oui. Na associação a gente trabalha no artesanato também, a venda. A gente está trabalhando na associação em Macapá, inclusive a gente tem sede lá também. Sede, lugar, casa, em Macapá. Bon, ils travaillent aussi avec l'artisanat. Dans l'association, ils font d'artisanat et c'est aussi pour vendre tout ce qu'ils produisent là, à cet endroit. Bon, tudo? Hoje, recentemente, a gente pediu apoio para a Lúcia também para fazer um livro sobre patrimônio cultural e material. Il cherche aussi je ne sais pas comment en français, mais des aides pour faire un travail, un livre sur toute la culture matérielle et immatérielle de son peuple. Sobre histórias, a cultura tradicional. Les histoires, la culture traditionnelle, la langue. A história dos antigos também. Les histoires des gens anciens. Donc on aura beaucoup de questions aussi à poser à tout le monde. Já foi, obrigado. Par contre, vous, est-ce que vous pouvez vous présenter aussi excusez-moi. Sandra aussi pourra être présente parce que je suis Barbara. Normalement, je suis infirmière technicienne et là, aujourd'hui, j'aide à faire la traduction de portugais-français. Je suis brésilienne et je suis ici un mois. Aurélien Bisson, je travaillais ici avec les agriculteurs, je suis ingénieur agricole et je suis arrivé aussi il y a un mois et demi en Guyane et donc je suis là pour faire la traduction. J'ai un petit peu voyagé, j'étais avant à Madagascar, j'habitais aussi un an au Brésil et à chaque fois que pour me présenter, quand je vais dans de nouveaux pays, j'aime bien connaître la culture locale, les gens. Donc ici en Guyane, c'est aussi une occasion de rencontrer d'autres cultures et connaître donc tout ça, voilà. Tout le monde a entendu Sandra? Non. Allez, vraiment, ce qu'on essaie de faire, c'est que la parole circule. Donc c'est vrai qu'on a tous nos caractères, on est un peu timide, mais là on est entre nous, essayons vraiment de parler fort. Là c'est vraiment une mise en condition de la présentation, mais il faudra vraiment qu'on parle fort pour qu'on puisse s'entendre et surtout se comprendre. Je suis Sandra, je suis la petite Sarah, et je accueille la touriste, je suis à travers de cette page. Oui, donc moi-même à Franck Apollinaire, donc à sorti de Awalaya Limapo. Donc c'est Franck Apollinaire, je traduis, il vient d'Awalaya Limapo. Et puis je suis surtout mandaté ici pour représenter le Conseil de la culture Kalinia d'Awalaya Limapo qui réfléchit, qui donne son avis sur toutes les actions, toutes les opérations, tous les programmes à caractère culturel d'Awalaya Limapo. Donc moi c'est un Guyanais d'origine Kalinia. Et bien, tourne la caméra vers toi et présente-toi aussi. Stéphane, donc, je fais partie de l'association Atelier Vidéo Multimédia. Et donc on va filmer, comme ça a été dit tout à l'heure, les différents ateliers. Donc il y a des caméras dans chaque atelier pour que ce soit plus être utilisé, parce que c'est vrai que la vidéo, je pense que c'est un moyen aussi pour pouvoir se transmettre. Et voilà, donc je suis là pour vous filmer. Ok. Bon, alors Apollinaire. Je voulais proposer, peut-être qu'on essaie de, je ne sais pas si c'est bien ou pas, c'est juste une proposition. On essaye de parler sur les choses qui ont rapport avec les savoirs locaux, les différentes expériences, qu'est-ce que l'on peut mettre en avant, qu'est-ce que l'on peut suggérer pour transmettre, comment on pense les transmettre, qu'est-ce qu'on peut conserver, comment on pense les conserver.
Et après, on voit dans le domaine savant quels sont les moyens qui peuvent nous aider à transmettre, à conserver d'une certaine manière, ou en tout cas à essayer de trouver des ponts, des liens pour à la fois soutenir ce qui est transmis et conservé localement, mais aussi valoriser et mettre en avant un certain nombre de points au niveau de la science et des technologies autres. Je ne sais pas si ça vous convient comme ça, ou alors vous voulez qu'on parle pêle-mêle et puis on trie dedans. Je pense que peut-être si on essaye d'orienter les choses de manière, ça nous permettra justement de voir, en partant de ce qui est local, au niveau de la science, qu'est-ce que l'on peut mettre, ou qu'est-ce que l'on peut proposer pour pouvoir traiter ces problèmes. En fait, cette idée-là me vient parce que il a dit qu'ils avaient besoin, entre autres, de formation, de savoir comment on peut collecter ou préserver tout ça. Mais c'est certain, comme je l'ai dit tout à l'heure au début, il y a des codes qui ne sont pas les mêmes à deux niveaux, savant et local. On n'a pas vraiment, c'est pas peut-être que vous trouverez une autre terminologie ou un autre terme qui pourrait bien spécifier cette chose-là, qui vient de la base, pour qu'ensemble on puisse, à partir d'aujourd'hui, au moins suggérer quelques pistes de réflexion, les uns les autres, selon nos responsabilités, nos affaires, nous pourrons proposer quelques voies de sortie des problèmes qui se posent aux uns aux autres. Oui, donc on va faire comme tu le disais, donc chacun, peut-être que ce soit sous forme de récit de vie, il y a déjà des questions au fur et à mesure de la présentation qui ont été posées à chacun, donc chacun par exemple commence à parler de ce qui, dans les savoirs locaux, qu'est-ce qu'il défend, qu'est-ce qu'il fait concrètement, on a posé des questions, c'est quoi l'échelle de case, quelle danse que tu fais, donc chacun, ce serait peut-être plus facile pour chacun parle de ce qu'il fait concrètement, qu'est-ce qu'il fait quoi, qu'est-ce qu'il fait. Donc qui est-ce qui veut commencer à dire ce qu'il fait, Je vais faire une remarque avant en réponse. Très rapide, vas-y. C'est rapide. Non, je voudrais faire juste une remarque sur l'appropriation du mot savant dans un des termes de l'alternative. Or, je pense que le mot savant peut tout à fait être appliqué aux porteurs de connaissances locales, enfin aux porteurs locaux de connaissances. Je ne vois pas pourquoi le mot savant ne leur serait pas attribué aussi bien. Bon, attends, moi je pense qu'on ne va pas rentrer dans des trucs sémantiques, vraiment des trucs très pratiques. Hein, on va pas. Non, je pense qu'il faut qu'on arrête sur ce mot. C'est vraiment des trucs pratiques. Alors, qu'est-ce qui voudrait parler de ce qu'il fait vraiment, quoi? Oui. Le mieux, quand on est dans ce genre de situation, il ne faut pas éluder des problèmes, parce que c'est là où ça se complique après. Le mieux, c'est quand une question se pose, on regarde pour savoir pourquoi ça se pose. Je fais exprès de dire, c'est ce que je viens de vous dire, si on a d'autres mots à présenter. Moi-même, j'ai fait pas mal d'expériences sur le terrain, en partant de l'Afrique, en passant par l'Asie et autres. Je sais que ce que l'on a qualifié de savant ou pas savant, c'est une catégorisation selon un certain langage à partir d'où on parle. C'est pas ça la question. Justement, si c'était ça le problème, on ne serait pas réunis ensemble pour discuter de ça. On se dirait, nous on est savants, vous n'êtes pas savants, donc on n'a rien à voir. Ouais. Donc c'est pour dire, au contraire, justement, qu'est-ce que nous voulons mettre en avant, comment on les dit et comment on l'organise. Maintenant, chacun, oui. Est-ce que nous partons, nous, ici, présentement, sur le postulat que nous sommes tous savants, porteurs de quelque chose? Et oui, cette notion de savant, de choses apportées par d'autres, dans l'air, là, on laisse dehors aux autres. Mais d'ici, est-ce qu'on peut partir de l'idée, pour être sûr du concret, comme demande Franck, que tous les gens qui sont là, ils ont un savoir à transmettre, un patrimoine immatériel qui leur tient à cœur, quelque chose de savant. Les ciels de case, tout d'un coup, mon regard est sur ce monsieur depuis un moment. Alors, on va arrêter le débat là. Nous sommes tous savants là. Voilà. L'âge au-delà, nous tous gagnons connaissance, nous pays, nous côtés. Donc, ce serait bien maintenant que cette connaissance-là, déjà entre nous, soit déjà partagée.
Donc que chacun parle vraiment de ce qu'il fait, des pratiques qu'il fait. Par contre, moi ce que j'aurais proposé, c'est que chacun parle à un moment de ce qu'il fait, s'il veut s'étendre, il s'étend, et qu'on puisse poser des questions s'il y a des choses qu'on n'a pas compris. D'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? On peut bien commencer. D'accord. Alors, nous sommes des gens de théâtre. Nous sommes arrivés en Guyane avec une idée de ce que c'est que le théâtre. Nous venions d'ailleurs, de métropole, des Antilles, avec une science, pour employer le mot savant, une science du théâtre, avec un parcours, puisque nous ne sommes pas jeunes, un parcours déjà constitué. Donc nous sommes arrivés en Guyane avec une certaine idée du théâtre. Et là, nous avons vu des personnes avec un potentiel énorme, une richesse culturelle énorme, des talents fous. On se dit, c'est super, la bonne aubaine. On va s'installer ici et on va faire prospérer ce potentiel. Mais là où on s'est heurté d'abord à une non-habitude. Enfin, on n'avait pas ici la culture du théâtre. Donc, l'idée déjà de dire, on est venu ici faire du théâtre. Eh bien, c'est quoi le théâtre? Pourquoi le théâtre? Et quel théâtre par la suite? Donc d'abord, c'est quoi le théâtre? Pourquoi? Qu'est-ce que vous venez nous embêter un petit peu, hein, aussi, il y avait un petit peu cette idée-là. Et puis, quand on a commencé à travailler sur le terrain avec certaines personnes, on s'est dit, mais quel théâtre? Parce que la question nous a été posée. Qu'est-ce que vous venez nous embêter avec Machiavel? C'est qui Machiavel? Je vais pas en faire le simple pour qu'on comprenne bien où était le souci, puisque moi je suis ce qu'on pourrait appeler une négresse européenne. Donc ça veut dire que je ne suis pas guyanaise, mon père était antillais, mais je dis bien était, parce que je ne l'ai pas connu à ce point-là. Donc ça veut dire que ma culture, je suis une négresse européenne. Donc voilà, on est arrivé ici avec toutes ces choses, et avec l'idée qu'il faut que tout le monde participe. On ne souhaitait pas segmenter les amis du théâtre, c'est-à-dire dire on va faire un théâtre pour la communauté européenne, ou pour la communauté bushinangue, ou pour la communauté créole. Pour nous, on voulait travailler avec l'humain, et le plus métissé que possible, avec des groupes les plus métissés que possible. Donc on s'est vraiment, tout de suite, la question s'est posée de quel théâtre? À partir de quel texte? Est-ce qu'une personne qui vit en Guyane est intéressée par les mêmes sujets qu'une personne qui vit au Tibet, à New York ou ailleurs? Voilà, c'est des questions qui se sont posées à nous très rapidement. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve entre nous le plus petit élément possible de communication. Est-ce qu'on est tous hantés par l'idée de la mort? Est-ce qu'on est tous intéressés par le bonheur, et quel type de bonheur, etc. Et ensuite, comment est-ce qu'on exprime ça? Est-ce qu'il y aurait une façon spécifique à telle ou telle communauté d'exprimer ses émotions? C'est des questions qui paraissent un peu bêtes. N'oublions pas les traducteurs, n'oublions pas les traducteurs, pour qu'ils aient le temps de traduire. Sandra, ça va, tu captes, En quelque sorte, est-ce qu'on se pose les mêmes questions? Est-ce qu'on réagit aux mêmes problèmes avec les mêmes... Et à partir du moment où on s'est dit, mais pourquoi non? Si on n'est pas dans l'anecdotique, dans une petite géographie, dans la tradition, c'est-à-dire dans le folklore, si on n'est pas dans le folklore, mais qu'on est dans la tradition humaine avec un grand T et un grand H, je ne sais pas ce que c'est, eh bien à ce moment-là, peut-être on va réussir à s'entendre. Donc petit à petit, on a avancé en faisant... Pense vraiment à Sandra pour qu'elle puisse traduire. Pense vraiment à Sandra au niveau du choix de tes mots pour qu'elle puisse traduire pour réussir au but. Qu'ils soient inclus vraiment dans le... Essaie vraiment de traduire pour eux parce qu'on veut exclure personne à Sandra. On va essayer de vous parler plus lentement. On s'est posé la question de se dire qu'il ne fallait pas s'intéresser au folklore de chacun.
c'est-à-dire aux petites coutumes, mais s'intéresser au cœur, ce qui fait un être humain. Profondément, et ça a été notre démarche, jusqu'au moment où, de création en création, ça fait maintenant une dizaine d'années que nous sommes là, nous avons, il y a 4 ans, je crois, rencontré des amis Saramacca qui ont eu la curiosité, je dois dire la curiosité, de venir travailler avec nous. Je ne parlais pas le Saramacca, je ne parlais pas le Saramacca. Parmi le groupe de comédiens, la plupart ne parlaient pas le français. Et la plupart de nos codes culturels sont très différents. C'est-à-dire, même la façon de se serrer la main, de se dire bonjour, c'est très différent. Donc on ne sait jamais si on est poli, si on n'est pas poli, si c'est correct, s'il faut regarder la personne, est-ce que j'ai dit est correct. Et de même pour eux. Donc vous voyez que les premiers pas, les premiers pas se sont faits simplement par la confiance et en essayant de trouver ce qui nous rassemblait plutôt que ce qui nous distinguait. Voilà, ça a été notre premier pas. Et le spectacle que certains ont vu hier soir, c'est le premier spectacle, c'est pour ça qu'on a choisi de montrer celui-là, le premier spectacle que nous avons construit, avec nos amis. C'est un spectacle où chacun racontait ses affaires, parfois s'entendait, parfois s'entendait pas, s'écoutait ou s'écoutait pas. Exactement ce que nous vivions, c'est-à-dire je raconte quelque chose, brusquement je suis attirée vers toi, ou brusquement ça ne m'intéresse plus, ou brusquement j'allais éprouver de l'affection, mais brusquement tu te détournes, ce que nous vivions. Et quand tout cela, la confiance a augmenté, des mois, et se sont passés des mois de travail, nous avons décidé de créer une épopée ensemble, c'est-à-dire de dire on va se créer une épopée commune. Si on se dit que les épopées c'est fondateur pour l'histoire du peuple, on s'est dit on va s'en donner une qui soit commune. Et ça a été le spectacle d'Haïti. Et à ce moment-là, la question de la langue s'est posée. Dans quelle langue? Parce que quand même on ne peut pas faire l'impasse sur le fait que c'est que la langue maternelle, dans un premier temps, est plus propice à exprimer des émotions. Ou lorsqu'on a une émotion très forte, même si on connaît parfaitement la langue de l'autre, ce qui va sortir, c'est soit un juron en créole ou une exclamation de bonheur en créole, mais dans une émotion forte, c'est la langue maternelle qui sort en premier. Donc, on s'est posé la question de la langue, pour que les comédiens puissent travailler avec tout leur bagage au complet. Et à ce moment-là, on s'est tourné vers un traducteur, parce que nous avions besoin de traduire, pour les raisons de ce spectacle, une partie de l'Odyssée d'Homère. Donc une partie de l'Odyssée d'Homère a été traduite en Saramacca, une grosse partie, parce qu'il fallait que... C'est quoi l'Odyssée d'Homère? L'Odyssée d'Homère, c'est un récit fondateur qui a fait le récit, l'épopée qui a fondé l'Europe, la culture européenne.
Donc on a essayé de faire s'entrechoquer un récit qui était un de nos récits fondateurs, même aux Antilles, puisque aux Antilles, curieusement, tout le monde connaît Homère, l'Odyssée d'Homère. C'est aussi fondateur que Pompée Lapin, etc. Donc on s'est dit, on va choisir parmi aussi des histoires qu'on nous raconte aux Antilles, que les parents racontent aux enfants. On a choisi d'ailleurs parmi les récits de cette Odyssée, ceux qui sont le plus fréquemment racontés aux enfants par les parents. Et on l'a confronté à un héros imaginaire, Saramaka, qui s'appelle Daïti. Et on s'est aperçu que dans les 10 Saramaka, il y avait des récits qui correspondaient, donc un qui correspondait vraiment à l'histoire du cheval de Troie. C'est-à-dire qu'on a une histoire. Comme je suis modérateur, on m'a dit de modérer. C'est intéressant. Est-ce que tu pourrais peut-être plus te développer au niveau du patrimoine immatériel, c'est-à-dire comment s'est fait la rencontre avec les Saramaka au niveau de la langue et qu'est-ce qu'eux-mêmes ont apporté au niveau de la langue, des choses très concrètes. Et puis après on passera à Rodin Outrécy pour qu'il y ait un mélange de langues. Voilà. Mais j'y viens justement parce qu'on s'est aperçu qu'un des contes, un des 10 Saramaka recoupait un des récits. Et donc à ce moment-là, on a pu vraiment connecter, on s'est rendu compte qu'au fond... C'était quel conte Saramaka? On peut poser des questions, hein? Voilà. C'était quel conte Saramaka qui raconte comment un malin, le héros, pour se marier avec la fille d'un roi, s'introduit à l'intérieur d'un cheval de bois pour rentrer dans le palais du roi. Et donc, à partir de ce moment-là, on a dans le spectacle utilisé la langue Saramaka qui est venue donner, évidemment, une espèce de truculence, et aussi pas seulement truculence, mais la scansion de la langue Saramaka est venue donner à l'Odyssée d'Homère, est venue donner quelque chose qui était peut-être, je n'en sais rien, on n'a jamais écouté la tragédie, et qui est venu donner, au fond, une espèce de statut à cette langue. Pardon, juste une précision, parce qu'on est à plusieurs étapes, on doit terminer à 13h, donc ce qui serait intéressant, justement, l'expérience est très intéressante, peut-être évoquer les grandes lignes, parce que nous nous sommes quittés quand même. Voilà, je vais faire un peu dans les détails. Évoquer les grandes lignes, dire par rapport à votre expérience, qu'est-ce que vous en tirez, et puis ça permet, après nous, d'essayer de trouver des pistes de réflexion d'ensemble. Hein. Qu'est-ce que vous en avez tiré de cette expérience? 3 minutes et on va passer à Rodin, ce serait bien qu'on ait un mélange de langues. En réalité, donc, nous, ce qui nous intéresse maintenant, et plutôt notre problématique, c'est la traduction et la publication des pièces qui sont jouées maintenant. Donc, en gros, si je rattrape un peu parce que c'est le rôle des modérateurs. Hein. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la traduction et la publication. Voilà. Mais on peut ajouter dans ce que vous avez souligné quelques propos qui m'ont paru très importants. C'est la question des communications, des échanges entre personnes. On se retrouve, on se connaît pas, on se découvre pour ensuite tenter de partager des choses. Et vous avez fait cette démarche-là, vous êtes arrivé à trouver un point commun. Parce qu'il y a des différences, il y a des similitudes, et vous avez trouvé ce point commun, cette histoire qui rentre dans votre domaine, qui est... Doucement, le théâtre, François pour la traduction. Le théâtre, qui est moteur d'un certain nombre de savoirs, de connaissances que vous voulez partager, transmettre. Maintenant, quand vous dites, nous ce que nous souhaitons, c'est de traduire et de publier, ça veut dire, vous voulez conserver et transmettre. Voilà. Donc dans ce domaine-là, en termes de conservation et de transmission, ce que vous proposez, c'est les traductions et
de publication. D'accord? Donc on va d'abord s'arrêter là pour l'instant, parce que sinon après on pourra sûrement pas s'expliquer. S'il y a des questions. Et qu'on va refaire un pas, chacun parle de choses qu'il a fait concrètement, de savoir, parce qu'on est beaucoup là, tout le monde veut parler. Exactement. Alors ceux qui veulent prendre la parole, vous levez la main ou sinon on donne la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, parole à elle. Il y a en Saramaka. Alors, il y a Randolph Linga, médiateur culturel en Saramaka. Ik zou eigenlijk in een andere taal willen praten, maar ik ga het vandaag in het Frans doen, omdat ik zie dat er veel Franse mensen zijn en dat ik dus mezelf vandaag voor verstaan. Ok, Sandra, traduction. Non, je dis j'aurais bien aimé parler en Saramaka ou en une autre langue, mais je le fais quand même en français parce que je le maîtrise un peu, que tout le monde puisse, sauf ceux qui ne parlent pas le français, puisse comprendre ce que je veux dire. Parce qu'en fait, il y a un problème Tu peux faire la traduction toi-même. Tu peux parler ta langue et oui, traduire après. Voilà. C'est un peu difficile pour moi. Donc, je vais essayer quand même de me définir en français parce qu'elle a parlé de la langue Saramaka et cette traduction en Saramaka, c'est moi qui l'avais fait pour Daïti. Donc, et là, on voit, on veut publier. On sait que la publication, on peut le faire en différentes manières, mais une des manières pour publier, c'est l'écriture. Et en fait, c'est sur ce point que moi je veux parler un peu, parce que ça fait des années, en fait, on essaie de mettre en place une façon d'écriture de la langue Saramaka. Parce qu'on s'est dit, à un moment donné, que si on veut aller plus loin dans ce monde, pour évoluer dans beaucoup de domaines, il faut pouvoir écrire. Ça va trop vite. Voilà, non, mais c'est de le faire. Il faut pouvoir mettre en écrit. Pour que tout le monde puisse participer. Les patrimoines, si tu veux, ce qu'on a, les mémoires, les pensées, il faut à un moment donné pouvoir les mettre en pratique, que ça puisse rester pour les futurs. Donc moi, quand j'ai vu cette convocation ou invitation pour participer à cette rencontre, je me suis posé moi-même des questions. Je me suis posé par exemple la question de qu'est-ce que c'est l'écriture, hein, qu'est-ce que c'est ça. Et là encore j'ai vu qu'on peut donner des significations différentes à ce mot, si tu veux. Pour moi je dis l'écriture c'est un système de représentation graphique, ça peut être un signe, un symbole, sur un support physique, maintenant numérique, inventé par l'homme. Par là tout le monde, Randolph, c'est pas moi seulement qu'il faut regarder. Ça c'est un ordre, c'est pas quelque chose qui est venu de créateur. On a inventé l'écriture. Ça c'est la première chose qu'on on s'est dit, voilà c'est ça. Si on va parler d'écriture, il faut qu'on sache que c'est nous-mêmes, l'homme, qui a créé ça, inventé ça. Après, on s'est dit, c'est pas simplement graver quelque chose sur des symboles ou des mots sur quelconque support, mais l'écriture c'est un outil de transcription, c'est aussi un outil de communication, c'est un outil de transmission et c'est aussi un outil de sauvegarde de la mémoire et de la pensée. Et après on va se dire quels sont tous ces mots-là. Après la transcription, qu'est-ce que c'est? L'écriture c'est donc un outil de transcription parce qu'il nous permet de transcrire notre mémoire. Je vais jouer mon mauvais rôle de modérateur. Il faudrait vraiment qu'on sorte. Oui, excuse-moi, tu peux souffler, mais je suis modérateur, on m'a dit de... Voilà. Il faudrait vraiment qu'on sorte de la linguistique. Vraiment, je reviens au sujet, le patrimoine immatériel. Je sais pas, par exemple, ça aurait été pour pouvoir développer sur le conte du cheval de Troie, par exemple, qui existe chez les Saramaka, comment sauvegarder ce conte-là, comment faire la collecte, ça a été fait. Et je pense qu'il faut, la linguistique, mettons ça un petit peu de côté et revenons vraiment au... Si on ne maîtrise pas l'écriture, comment on va sauvegarder les patrimoines immatériels? Alors on peut se poser la question, vous sauvegardez en filmant, c'est ce que vous faites, vous filmez, vous enregistrez, il y a diverses façons de... Mais justement, j'ai dit tout à l'heure, moi je voudrais parler l'écriture pour nous, parce que c'est mon travail. Donc, si je
on veut que je parle de mon travail, je parle de l'écriture. Et je crois que c'est tout à fait, ça rend tout à fait... Je pense qu'il faut qu'on recentre le débat sur les savoir-faire, les savoirs traditionnels. Et peut-être après aller à tout ce qui est sauvegarde et autre chose. Est-ce que tu vois? Parce qu'on est beaucoup, on va faire un point. Non, on va faire un point. Il est 11h08, on fait une pause à 11h30, dans 22 minutes, et ce serait bien que tout le monde s'exprime. Non. C'est pas que vous n'arrêtiez. L'essentiel de ce que vous avez dit, l'écriture, c'est quelque chose de très important. Et cette écriture-là, elle ne doit pas venir de je ne sais où, mais elle doit venir de la source, c'est-à-dire de là où la connaissance provient. C'est ce que vous êtes en train de dire, n'est-ce pas? Et après, c'est sûr que ce qui peut nous faire perdre un peu de temps, c'est, par exemple, les définitions et tout ça. Ça, c'est très bien. Mais les mots-clés que vous avez évoqués, ça, c'est fondamental. Et c'est très important pour nous. Donc, nous retenons ces mots-clés-là. Parce que c'est ça, après, qui va nous... À la suite, quand on fera une conclusion, on essaiera de se dire, ben, tiens, voilà, il nous faut... Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2-3 mots les mots-clés que vous souhaiteriez que nous puissions retenir pour ensuite proposer quelque chose, pour avancer? Les mots-clés. Mon travail maintenant, je me bats pour l'écriture de ma langue maternelle. Parce que depuis 300 ans, personne n'a fait ça. Et il y a au moins 5 ans qu'on a commencé à faire ça. Il faut que ça soit quelque chose qui devient un vrai chose. C'est ça mon travail. Donc, je peux parler de là, je peux vous dire. Et j'aimerais bien expliquer comment on est arrivé là. Parce que les problèmes qui existent, si on ne sait pas écrire, je disais tout à l'heure, quand on écrit, on transcrit un mémoire. Et si la personne qui transcrit la mémoire, c'est pas le transcripteur, c'est pas la personne qui a la mémoire, il y a un problème. Il peut avoir un problème. Donc ces problèmes-là sont des problèmes qu'on veut que tout le monde ici comprenne comment ça fonctionne. Et je suis obligé de m'expliquer, parce que je ne peux pas dire un mot comme ça parce que vous êtes... Vous venez de le dire de façon très juste et même synthétique. Il y a le problème de langue qui existe. Et ce problème de langue existe que l'on transpose parce que la transposition, c'est les connaissances qui sont derrière, les pensées, les mémoires qui vont avec. Sauf que moi, j'ai ma façon à dire des choses, oui, ça ne correspond pas avec votre façon de le faire. Donc si vous me laissez dire ce que j'ai à dire, je le dirai à ma façon. Après, vous verrez qu'est-ce que vous faites comme... Tu vois, je ne peux pas prendre vos mots à vous pour faire ce que j'ai à dire. Exactement, vous avez raison. C'est pour ça qu'on vous laisse parler. Ok, si vous laissez parler, c'est justement. Seulement, si vous avez tous... Non, le problème, c'est qu'il faut que l'on soit conscient que nous ne sommes pas une seule personne dans la salle, nous sommes à plusieurs. C'est vrai, hein, chacun a sa façon de parler et de dire, mais essayons de dire, dans notre manière de faire, de parler, de dire l'essentiel, après, quitte à revenir ensuite. Hein, je pense que vous avez dit vraiment l'essentiel. Il pose un problème de langue, de communication. On l'a relevé qu'il y a ce problème de langue, il y a ce problème de communication. Mais avec la langue, il y a beaucoup de valeurs qui sont derrière. Vous l'avez dit, vous avez souligné des mots importants. Moi, j'ai noté, vous avez parlé de l'écriture, vous avez parlé de mémoire, vous avez parlé de pensée, vous avez parlé de communication, de transcription. Et vous avez dit que cette transcription-là doit venir des personnes qui portent ces mémoires-là. Non, c'est pas ça? J'ai dit, il y a des transcriptions. Oui. Donc la personne qui transcrit peut être la personne qui a la mémoire, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Oui, mais ce qui serait intéressant justement dans cette démarche, c'est de voir quel type de transcription ils font, pour quoi faire. Et à ce moment-là, on voit quels sont les partenaires qui peuvent travailler dans ces contextes-là. Ça, c'est certain. Parce qu'il y a, comme vous l'avez dit, c'est une question de code. Elle l'a souligné tout à l'heure aussi en parlant du théâtre. Donc, elle a dit que nous sommes venus avec nos codes et on a trouvé d'autres codes en place. Après, il faut trouver le lien, comment on peut connecter ces savoirs-là. Donc, ça, ce sont des problèmes que nous trouvons, que nous allons retenir. Et après, quitte à l'heure de synthèse, on pourra, à partir de ces éléments-là, faire des propositions. Parce que si on ne fait pas ça comme ça, c'est sûr qu'on ne pourra pas se tirer de l'affaire. Hein? Je ne sais pas si tout le monde est d'accord.
Voilà, s'il vous plaît. Oui, alors la première question que je voudrais poser, c'est au modérateur de nous rappeler l'intitulé donc de notre atelier. Très bien. Si vous avez Pour que je puisse poursuivre. Voilà. Alors, atelier 3, conserver et transmettre le patrimoine immatériel. Le projet d'inscription du rituel du Marrakech, c'est dans le programme que vous avez eu, hein. Le projet d'inscription du rituel du Marrakech sur la liste de sauvegarde UNESCO du patrimoine culturel immatériel pourra servir de point de départ à une discussion sur la conservation et la transmission du patrimoine immatériel. Quelles leçons tirer des expériences mises en œuvre dans nos 3 pays? À quelles conditions ce patrimoine reste-t-il vivant? Comment en assurer la transmission sans le congeler? Tu traduis en même temps, Sandra? La question de l'écriture des langues de tradition orale sera également abordée. Pourquoi? Pour qui? Comment? Voilà. Donc, par rapport à ça, ce que je voudrais dire, c'est que on se retrouve, et là je parle d'un certain nombre d'habitants d'Awala Yalimapo, dans un cadre pour discuter d'une thématique. Patrimoine immatériel, droit de propriété intellectuelle, etc. Les grands thèmes, quoi. C'est une énième messe pour nous, pour moi, parce que dans d'autres forums, on discute de ça aussi. La petite expérience d'un territoire donné qui s'appelle Awala Yalimapo, 1304 habitants. La très grande majorité des habitants d'Awala Yalimapo, qu'on appelle Awala Yalimapo Bonogan, sont Kalinia, et je précise bien, sont Kalinia-phones. Donc ça repose à la fois sur l'identité de la personne et sur son mode, sa langue, quoi, le Kalinia. Alors, pour très rapidement, d'une manière précise, simple, pour compléter l'intervention de Fayouka, l'instant. Ok. C'est de dire l'expérience d'Awala Yalimapo, effectivement, si on parle de transmission, il faut un langage, il faut un code, c'est la langue. Awala Yalimapo, c'était la langue Kalinia. À un moment donné, Awala Yalimapo, à travers ses représentants, a réfléchi comment passer de l'oral à l'écriture. Parce que l'écriture, effectivement, intervient dans la sauvegarde du patrimoine. Et à partir de là, les acteurs culturels et politiques d'Awala Yalimapo ont dit il faut qu'on travaille main dans la main avec le monde de la recherche. Résultat des courses, en avril 1996, les chefs Kalinia ont adopté l'alphabet ou graphie Kalinia. Voilà une expérience. Ça veut dire que les anciens qui ont la mémoire, les acteurs qui ont le pouvoir politique, ont travaillé avec le monde de la recherche, les scientifiques, les ethnomusicologues, les sociologues, etc., etc. Et ça a donné ce résultat. Au jour d'aujourd'hui, la population Kalinia et Kalinia Fondawala Yalimapo, nous en l'occurrence, on est en train d'expérimenter cette graphie, cet alphabet, dans les différents programmes de recherche ou de sauvegarde ou de valorisation de quelques facettes de notre patrimoine culturel. Voilà, sur un point précis. Je m'arrête là. Les résultats de cette expérience sont comment? Eh bien, écoutez, lorsque la graphie, l'alphabet Kalinia a été adopté, il fallait, je dirais, des cadres et des supports d'accompagnement. Et là est né un réseau qui s'appelle le groupe de travail sur la langue et la culture Kalinia. Une des déclinaisons, c'est par exemple des gens qui avaient la mémoire et qui avaient la capacité, eh bien, c'était l'édition d'un livre qui s'appelle Nana Kalinia. Une autre déclinaison de cette facette du patrimoine culturel, c'est l'exposition Nana Kalinia. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin, parce que la question de la sauvegarde intervient, parce que la personne qui a la mémoire, et tu l'as bien souligné, c'est que parfois, il y a deux acteurs qui interviennent. La mémoire, la connaissance, donc la personne détentrice du savoir, en l'occurrence du savoir traditionnel, mais là
c'est un autre débat, parce que je n'aime pas trop ce terme-là, savoir traditionnel, ça veut dire qu'il y a des savoirs non traditionnels aussi, mais ça c'est un autre débat. Parce que, par exemple, chez nous, les anciens, ils ont la mémoire de l'histoire, des époques, ça fait référence à l'occupation spatiale et à l'occupation dans le temps. Est-ce que nos anciens ont la capacité d'écrire? Moi, je dis au jour d'aujourd'hui que les anciens d'Awala Yalimapo, pour certains d'entre eux, n'ont jamais été scolarisés, donc ce ne sont pas ces gens-là qui vont transcrire. Donc intervient un deuxième acteur. Alors les acteurs, ce sont les acteurs culturels. Donc à chaque fois, il faut pouvoir, à partir de la mémoire, voir qui intervient dans la chaîne. C'est une chaîne en fait. Donc ça, c'était pour la langue, l'expérience d'Awala Yalimapo, comment on est passé d'une tradition orale à l'écriture, à une adoption d'une graphie donnée. Donc, pour peut-être avancer dans ce sens, ce sont les points dont on était en train de souligner. Là, nous avons un cas, nous avons eu deux cas déjà qui ont été exprimés avec une expérience de mise en œuvre de ces pratiques-là qui nous sont données. Et voilà, c'était ça l'idée en fait. C'est comme ça que nous devions progresser. Parce que tout à l'heure, on va pas, si on rentre dans les discussions pour savoir si c'est savant, si c'est pas savant, tout ça, c'est sûr qu'on va passer toute la nuit ici, on ne sortira rien de bon. Notre objectif, c'est celui-là. Notre objectif, c'est d'arriver à trouver qu'est-ce que nous voulons faire, qu'est-ce que nous valorisons, comment on les valorise. Quand je parlais au tout début des codes, je reviens parce que c'est très important. Ces codes-là ne sont pas les mêmes selon qu'on se situe à tel ou tel niveau. Vous venez de parler d'une chaîne. Oui, j'aurai la parole. Moi, je suis d'accord, ok. Donc, vous venez de dire quelque chose de très important. Il y a une chaîne. Et cette chaîne fait intervenir différents acteurs, différents protagonistes, à des niveaux différents et avec une vision différente, mais qui doit être complémentaire. On part de tel endroit, on se dit, ben, tiens, l'ancien, qui lui connaît, sait, il a dit ça, mais comment nous, après, on fait en partant de cet ancien pour que cette chose reste, et dans quel cadre nous sommes pour que... Il ne faut pas qu'on oublie quand même que nous vivons dans une société, on n'est pas seulement dans une société close, je veux dire que l'on s'appelle Kalinia, Wayana, Bushmege, tout ça. Le monde aujourd'hui ne s'arrête pas que là, et c'est tant mieux. Maintenant, comment nous allons valoriser ce qui est Kalinia, c'est ce que vous venez de dire, dans ce contexte aussi de mondialisation. Et vous avez dit, bon, on a associé les chercheurs, on a associé... Ce sont ces pistes-là qui nous intéressent. Après, quand on finira de récolter toutes ces informations, on se dira, ben tiens, maintenant, est-ce qu'il y a des chercheurs aussi, il y a des... Et toi, en tant que chercheur, ou toi, en tant que tel, comment tu penses que l'on peut continuer à agrandir cette chaîne, à valoriser cette chaîne, à la fois des conservations, des transmissions, et ainsi de suite. Hein? Qui veut prendre la parole pour annoncer notre expérience? C'est pas pour annoncer, en fait, c'est pour... il y a une question qui me vient à l'esprit là par rapport à ça, c'est au niveau du Brésil et du Suriname, le problème de la langue de l'écriture. Au niveau des Amérindiens, est-ce que déjà il y a déjà eu ce travail-là et est-ce que c'est le même questionnement au niveau de l'écriture? Voilà. On va leur donner la parole. Nos amis du Suriname feront Moi je voulais, parce que j'ai vu justement dans l'intitulé qu'on parle déjà du projet Humanité, donc pour la sauvegarde du patrimoine marocain. Donc ce que Koudro, je pense, c'est un peu les fêtes nationales du peuple Wayana. Donc en fait, le Marrakech, c'est une fête traditionnelle, qui est une grande fête, qui se déroule sur des mois, dans une année et qui est en train de disparaître, mais à grande échelle. On peut dire actuellement que le Marrakech est perdu chez le Wayana. Seulement, il y a encore, justement, je ne sais pas qui a dit, il y a des personnes encore qui sont capables encore de mener ou de montrer leur expérience pour que cette grande manifestation traditionnelle se refasse. Donc l'exemple qu'on a fait en 1994, c'était moi et mon cousin qu'on avait organisé une grande fête traditionnelle
est un peu, comment dire, un peu comme autrefois, quoi. Donc la population a su sauvegarder justement, par exemple, les couronnes qui sont spécialement aménagées pour ces grandes cérémonies, qui sont bien rangées dans des cantines, on peut dire, là où ils sont bien stockés. C'est pas perdu. Mais le grand problème actuellement sur ces grandes manifestations, justement, c'est les personnels. Donc, parce que le kalau, qu'on appelle, c'est une chanson, mais qui est chantée dans une langue qu'on ne parle plus actuellement. C'était peut-être le Wayana ou un autre type de peuple parlait autrefois. C'est la langue, je parle, la langue de notre peuple d'auparavant. Mais ça ressemble vraiment au Wayana, les radicales des mots sont presque les mêmes. Et donc voilà, là, on avait l'idée justement avec des associations de porter de faire un projet et de sauvegarder jusqu'à aller faire appel à l'UNESCO. Donc on a beaucoup travaillé, on a pu installer une comité de vie, une comité de membres, quoi, de personnes savantes qui nous ont beaucoup aidés justement dans nos projets. Et donc le dossier est parti et on attend la réponse de l'UNESCO. Voilà. Est-ce que là on a rebondi sur deux choses qui sont en parallèle, hein. Il n'y a pas de souci. On veut peut-être redonner la parole à nos amis qui viennent de Brésil et de Suriname pour dire un peu leur expérience au moins dans la partie des choses que nous venons déjà d'aborder. Sampai arti untuk ya saya berarti maar oké, kita ke over kota sini atau over kultur ini bu atong uno trevi desposi desvale kau tadi pak de grand mapuno no poti no tika papira. Nawa stanino de nawa batino de na uno sakon deka ayam regenerasi da uno ai opo ba ana halasman teyude keborana kulturu da so yekon terok baka en bumburu tani sano bede tapapira kade ineshi moronda yu efeti no les familles effectifs, muan effectifs, mais du pondre euroko, euro vigilanti, los euroko, mais teki a culture na mimi, on dat mi elgi na culture. Donc là, on est comme eux étaient quand on parlait français. Voilà, il faut vraiment la traduction. Tu vois, les fêtes. Kanya ada kaja ke bangsa ada kaja. On est perdu là. Kanya ada kaja. Tu veux pas traduire? Kanya ada kaja. Tu veux pas traduire? Non. Si quelqu'un peut aider, parce que comme ça Sandra l'année du temps et aussi bénéficier. Enfin non, juste si on parle tu peux traduire, Rodolphe? Est-ce que tu peux traduire, Rodolphe? On a tentang pelanggaran kami sakit tadi. Luku instranan, ono kultur cuma, ono kitwader. Donc il a dit qu'au Suriname, la culture n'a pas vraiment de valeur. On ne respecte pas vraiment la culture. Nah, toevallig met Euro Gilanti en tem Euro na onderus na kantor of onderus Euro ook to tapa directorat cultuur. Donc il travaille par hasard pour le ministère de la culture. Dan zo met de kawaroko omdat mi geboren na wat cultuur voor mi vanwege mijn achtergrond, cultuur achtergrond van mijn grootouders, dit de bigi tiaima. Donc il a pris du travail dans la culture parce que lui, son père,
ces aînés étaient des gens de culture. So me compagnie a waro ko contami takiami de la culture over pour la tradition pour a tongo of the eerste plaats atane la que positive comme mi ay auto da no was one of the antakental. Maintenant, donc, il a pris à lui le travail pour pouvoir transmettre les langues surtout et la culture. Parce qu'il a déjà remarqué que beaucoup de langues se sont perdues. So me bigi scriving beaucoup alla de tani yere pour mes grands parents n'est pas et porta papiera de singing de dancing de logo da gini scrivi da me bigi woro ko na ngapine. Donc il a commencé à composer des chansons en langue maternelle et tout ce qu'il a appris de son père, de son grand-père, il met sur écrit et maintenant il travaille avec les enfants. Ya da so mi begin na jaso mi begin na Galibi pembede il a commencé à Galibi da mi begin singi da di scientification da di des chansons mi kadu wa woro ko dia me da fumi woro ko da mi gona foto si baka ala fresco da mi ga foto si da pe mi go de. Donc quand il a commencé à faire des chansons comme ça, on l'a remarqué quoi. Donc on a appris, on a donné un travail et maintenant il est apparemment où il travaille dans les écoles avec les enfants. Misi bo urusan skripsi ingi tongo karinya tongo ala te cuma skripsi trawande sai produk kedua tani. Problem na tadi dana mata kasan tani an omdat ina kapa skripsi tongo strana yu abitu dialect avec autre dialect ça veut dire maruina en français ada autre dialect en detra English made skrivi tu mana de reference dialect de adi dat abi diversity dat abu kusere ni noma kona wa en tema bumburu buku skrivi madena matake aso dat uno abela de matake an on dat tu dialect de tu anasere na ika standard almara ai paskel trawanta de cuma skriva autre dialect de tenta data buah ena atui na rasa dialect de takita na buah autre dato avantan ide. Donc il y a des publications qui ont été faites en fait en langue kaligna, mais il y a deux kaligna en fait au Suriname. Il y a le kaligna de l'Est et le kaligna de l'Ouest. Donc quand les publications qui ont été faites ne sont pas les mêmes. Donc c'est difficile à diffuser en fait parmi les gens. Vous pouvez nous dire comment tu travailles avec les enfants, rapidement, comment il a travaillé avec les enfants? Donc, de activer au cours de la décennie. Dus omdat mi etak mita en mi le respiro per scrivi, da some scrivi igi carignато no, da mi igi fatti di décennie. Parce que lui, il a appris à écrire aussi à l'école et il parle sa langue maternelle, comme ça, il écrit maintenant sa langue maternelle pour les enfants. Non da buku sere nomade perché uno ha due aleri nascoro ma non nascoro di aleri non avete mi abi di cultura scoro donc il a son école culturelle ascorone pare muru mi tre ope pare muru ascorone son école s'appelle pare muru so na somi de basic ook to jasana français aparada franca polina sabibu moment jari ban wiro kona de sine ngerja dat foti de yongere fu unu no be wan accepter la culture. Donc ça fait déjà quelques années qu'il travaille avec Apollinaire ici au côté français avec les enfants parce que avant les enfants n'avaient pas ne respectaient pas trop leur langue maternelle. No pamika asani de abalang seleng de yat koron ngap sinengre da ogore da desi no posida de ayo wakata no ayo sekatane komoro bidino. Donc en France de ce travail maintenant les enfants commencent à avoir l'intérêt pour leur langue maternelle et ça commence à grandir de plus en plus.